Emmanuel Aumonier, Médiasphère. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Médiasphère. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à une profession assez particulière, sans doute la façon la plus extrême de faire du journalisme. C'est le métier de reporter de guerre. Et pour nous en parler aujourd'hui avec nous, Alfred de Montesquiou. Bonsoir Alfred. Bonsoir Emmanuel. Alors vous étiez plutôt, parce que vous avez mis maintenant un peu entre parenthèses, mais vous étiez grand reporter de guerre depuis 2004, passé notamment par l'agence américaine de presse AP. Vous avez beaucoup aussi travaillé pour Paris Match et vous avez reçu notamment en 2012 une récompense qui est un peu le ballon d'or pour les journalistes. C'est le prix Albert Londres en 2012 pour votre couverture de la guerre en Libye, c'est ça ? Tout à fait. Alors, on va évoquer tous les théâtres de guerre que vous avez couverts, et notamment l'Ukraine tout à l'heure. Mais pour commencer, donc vous commencez chez AP en 2004. Comment est-ce qu'on rentre dans le métier ? J'imagine un peu progressivement, mais pas tant que ça, puisque vous couvrez le coup d'État à Haïti très, très rapidement en 2004. Alors moi j'ai eu beaucoup de chance. J'ai fait mes études à Columbia Journalism School, donc la grande école de journalisme américain, où j'étais le seul Français. Et l'un de mes profs était l'une des patronnes d'AP. Et du coup, ils m'ont proposé un job à la fin des études, notamment parce que ça les arrangeait d'avoir des Occidentaux, d'avoir des Européens pour pas avoir à payer les frais de visa. Donc, je me suis installé à Londres pour AP. Et effectivement, au bout de 5-6 mois, j'ai plus ou moins démissionné de mon job. C'était très dur. C'était un job de desk, donc qui est très formateur, mais très exigeant. Et j'aurais dit que moi, j'étais un mec de terrain et qu'il me fallait du terrain. J'avais fait d'ailleurs un petit documentaire au Liban pendant les vacances et tout ça. Et là, ils m'ont dit, t'es francophone, si tu veux, tu peux devenir notre correspondant en Haïti. Et c'est vrai qu'en étant le correspondant en Haïti, j'ai mis le doigt dans un engrenage qui est particulièrement vrai dans les agences de presse, mais qui est vrai dans d'autres médias. Je parle des agences de presse parce que on est 4000 ou 5000 dans une agence de presse. Donc évidemment, les parcours de carrière sont peut-être plus cohérents et moins erratiques que dans un petit journal. Mais en tout cas, donc dans AP, vous retrouvez pas du jour au lendemain à faire de la guerre. En fait, ce qui se passe, c'est que on vous envoie dans une zone dite de crise. Donc comme Haïti, à l'époque, c'était la révolution. Et donc j'avais fait une formation un petit peu paramilitaire, secourisme. On apprend des trucs dont on se sert pas beaucoup. Enfin, on croit qu'on va se servir, mais faire une trachéotomie avec un stylo bic. Comme ça, je suis rassuré s'il m'arrive un problème ici. C'est compliqué, hein. Franchement. Une ou deux fois, j'ai eu des amis blessés très grièvement. Tout ce qu'on a appris en stage, franchement. Le garrot, quand même. Oui, le garrot, ça sert. Mettre du cellophane sur le ventre si on se fait exploser le ventre par une grenade et qu'on a les tripes qui pendouillent. En tout cas, fermer même avec une chemise. Il y a 2-3 trucs qui servent. Moi, la seule chose qui m'ait vraiment été utile, c'est d'avoir toujours sur soi, sur sa ceinture, une trousse de premier secours. Mais en fait, ça m'a été utile pour filer ce qu'il y avait dedans à un médecin. D'ailleurs, c'était en Libye. J'avais un photographe qui s'est pris une balle de Kalash à travers la jambe, qui était vraiment entre la vie et la mort. Et il a été sauvé en partie grâce à mon matériel. Mais franchement, moi, j'en aurais été incapable. C'est un rebelle libyen qui était étudiant en médecine, d'ailleurs, à Manchester, de mémoire, qui a posé sa Kalash pour faire les premiers secours au photographe de Paris Match et qui l'a sauvé avec mon matériel. Enfin bref, donc c'est ça qui m'a permis, moi, de mettre le pied dans la porte du reportage de guerre. Et puis après... C'était un rêve ou pas quand vous aviez 18 ans, par exemple? Ouais, moi j'ai toujours voulu être journaliste. Toujours voulu être journaliste, du plus loin qu'ils m'en souviennent, à 10 ans. Mais reporter de guerre, pas foncièrement? Si, plutôt. J'avais un voisin à Londres, j'habitais à Londres quand j'étais petit, j'avais un voisin qui avait été un très grand reporter de guerre et qui m'abreuvait un peu de ses histoires. Et qui me filait des bouquins de Kessel à lire et des choses comme ça. Et je trouvais que c'était le comble du cool. Pas pour la guerre en tant que telle. Et d'ailleurs, la guerre est pas très intéressante, hein, contrairement à ce qu'on... Il y a une espèce d'aura du romantisme autour de la guerre, mais la guerre est pas, en fait, intéressante à couvrir en tant que journaliste. Mais par contre, le climat de guerre, le climat de conflit, crée une espèce de liberté et d'anarchie qui vous met au contact avec des gens un peu extrapolés.
magnifiés. Que ce soit des héros ou des salauds, d'ailleurs, ils sont toujours un peu, en anglais, on dirait larger than life. Ils sont plus grands que nature. Et ça fait un effet de loupe, quoi. Ouais, et ça, c'est très intéressant quand on est journaliste. C'est très attirant quand on est journaliste. Et évidemment, il y a aussi une espèce d'aura un peu romantique de l'aventure, quoi. Et est-ce que être reporter de guerre, c'est vrai que c'est un peu la mecque pour les journalistes. Les journalistes, quand ils rencontrent un reporter de guerre, se sentent toujours un peu plus petits. Je suis pas sûr, honnêtement. Est-ce qu'il y a des règles? Est-ce qu'il y a des règles différentes? Ou est-ce que c'est les mêmes qu'un journaliste de Ouest France pourrait appliquer quand il va faire un reportage sur des paysans? Alors, les règles de journalisme sont sensiblement les mêmes. Vraiment sensiblement les mêmes. Et d'ailleurs, il y a des très bons journalistes. Moi, j'ai un copain qui faisait beaucoup de PQR, vous parlez de Ouest France, qui bossait pour Ouest France ou pour le Télégramme de Brest, je sais plus, qui maintenant est un des grands journalistes en Ukraine. Hein. C'est le travail, la méthode journalistique est la même, quoi. Trouver des sources, arpenter le terrain, vérifier avec ses yeux. La méthode journalistique est la même. Là où ça peut changer, c'est plus... Il y a des bêtises à ne pas faire parce qu'elles peuvent être fatales, quoi. Ouais, mais enfin, conduire à 150 km/h bourré sur une route de Bretagne sans ceinture, c'est une bêtise et qui peut aussi entraîner la mort. La différence, c'est que dans une zone de guerre, la propension à faire ce genre de bêtises est sensiblement plus élevée. Et vous êtes avec des gens qui eux-mêmes ont une aversion au risque beaucoup plus basse. C'est-à-dire qu'ils ont encaissé tellement de risques qu'ils ont un certain mépris pour le risque. Donc, par exemple, c'est très connu, il y a plus de reporters de guerre qui meurent au volant, ou en tout cas dans des voitures, dans des accidents de la route, que tués par balle. Parce que très souvent, vous conduisez ou vos chauffeurs conduisent très très mal. Ou vous êtes sur une route où les gens conduisent très très mal. Ou alors vous êtes sur une route qui se fait... signalisation. Non, exactement. Voilà. Ou alors elle se fait bombarder, du coup tout le monde se rentre dedans, etc. Et donc bref, la pratique journalistique ne change pas énormément, à quelques détails près, comme les sources anonymes ou le risque de se faire espionner, mais qu'on peut avoir dans une dictature qui n'est pas forcément liée à la guerre. Si vous allez dans un pays dictatorial qui n'est pas du tout en guerre, vous avez des pratiques de prudence vis-à-vis de l'espionnage qui sont très proches de celles dans un pays en guerre. Il y a une autre chose qui est un peu différente quand on va dans un pays en guerre, c'est qu'on a besoin d'un fixeur. Alors bon, ça, vous me direz, ça existe aussi parfois en banlieue en France, mais vous, est-ce que vous servez toujours de fixeur, ou avec l'expérience, au bout d'un moment, on connaît suffisamment le pays et on n'en a plus besoin? Comment ça se passe? Ça dépend vraiment des pays. Je continue de me servir de fixeur. D'ailleurs, maintenant que je fais plutôt du documentaire, ça m'est parfois plus utile même qu'avant. Avant, j'avais besoin d'un fixeur au sens étymologique, c'est-à-dire qui me débrouille le problème, quoi, qui fixe en anglais. Donc un peu dépatouiller les choses. Maintenant, par exemple au Liban, ma fixeuse était en fait une fixeuse de très haut niveau, plutôt une enquêtrice en fait, et qui servait à préparer les interviews, à vérifier que les gens étaient ce qu'on appelle des bons clients, c'est-à-dire étaient capables de bien parler face à une caméra, etc. Et quand vous faites un documentaire et que votre nombre de jours sur place est limité, parce que le temps c'est de l'argent, et que vous avez un caméraman, des moyens financiers, vous n'avez juste pas le choix de vous en passer. Il faut que ça soit bien préparé. Donc on peut appeler ça un fixeur, ou on peut appeler ça un producteur local. Un producteur local. Mais c'est des métiers assez proches en fait. Et ça, on en a toujours besoin. Et est-ce que souvent le fixeur fait également office d'interprète? Tout à fait. Et le fixeur fait très souvent office d'interprète. Et parfois, il n'y a pas de fixeur et c'est le chauffeur qui fait office d'interprète. Par exemple, quand vous êtes avec une caméra, si vous comprenez grosso modo ce qui se passe, c'est pas grave, parce qu'à Paris, vous allez payer un vrai interprète pour faire le déroge de... Ce qui compte, c'est de pouvoir relancer le type, quoi. Donc moi, c'est un peu différent maintenant que j'ai une caméra avec moi qu'avant. Mais oui, ça m'est arrivé. Toutes ces configs dépendent. Vous savez, à la guerre, on fait avec ce qu'on a aussi. C'est une des grosses leçons de la guerre. Et idem pour pouvoir choisir l'endroit où l'on dort. On sait que c'est important, que Rémi Hochlik, par exemple, une des personnes avec qui vous avez travaillé, s'est fait tuer en Syrie, là où il résidait. Est-ce que c'est quelque chose que vous confiez à un fixeur aussi, ou... Ça peut dépendre de la situation. Rémi Hochlik donc est mort avec Marie Colvin le 22 février 2012. Effectivement, je lui ai consacré un livre d'ailleurs qui parle de reportage de guerre, L'Étoile des frontières dont on va parler. Ouais. Et Rémi, il a fait ce que j'aurais fait, c'est-à-dire qu'il est arrivé dans une ville à feu et à sang, extrêmement complexe. En plus, il est arrivé de nuit par un passage secret, et les rebelles lui ont dit: on a
un endroit pour vous pour dormir qui est safe. Donc il y allait et les rebelles lui ont pas tendu un piège. Ce qui s'est passé, c'est un peu triste et voilà, c'est que Mary Colvin, elle venait de communiquer avec des télés américaines en utilisant un faisceau satellite. Ce faisceau satellite qu'elle a eu, enfin donc un téléphone satellite, enfin une connexion satellite qu'elle a laissé ouverte assez longtemps, a permis aux autorités syriennes aidées par les Iraniens, enfin avec des technologies iraniennes, de trianguler sa position. Et du coup, ils savaient exactement dans quel bâtiment elle était de la vieille ville de Homs. Et du coup, c'est pas Rémi qu'ils ont cherché à assassiner. C'est presque un dégât collatéral, mais ils ont cherché à assassiner Mary Colvin. Et ils ont ciblé sa maison au petit matin avec du bracketing, c'est-à-dire avec plusieurs bombes, une trop longue, une trop courte, une à gauche, une à droite, jusqu'à ce qu'ils aient exactement sa maison pour la tuer. Ça, Rémi pouvait pas le savoir. Alors, c'est un journaliste pris pour cible. C'est malheureusement de moins en moins rare. Et Florence Aubenas écrivait « Quand j'ai commencé à être grand reporter, il y a 20 ans, mettre presse sur sa voiture ou sur son brassard, c'était une protection. Cela signifiait qu'on était hors du conflit. Aujourd'hui, cela revient à se désigner comme cible. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Est-ce que vous avez vu un changement aussi en 10 ans? Elle disait ça en 2010. Oui, ce que dit Florence est vrai, et certainement. Et moi, je l'ai vu à ma plus petite échelle. En fait, par exemple, en Syrie, il y a eu un basculement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la rébellion syrienne est devenue, en fait, phagocyté par les djihadistes, par Daesh, tout d'un coup, vous deveniez une cible puisque vous deveniez l'un des représentants et même un représentant à haute valeur de l'Occident. Donc, c'était utile et intéressant de vous kidnapper et même de vous tuer en pyjama orange. Mon pote avec qui j'étais en Syrie, d'ailleurs, James Foley, en a fait les frais. Il est resté. Nous, on lui disait, il faut partir, t'es avec des gens un peu trop dangereux et qui basculent. Et lui, il n'a pas lu, il n'a pas compris, ou a été peut-être un peu idéaliste, n'a pas cru que ça allait aller aussi loin. Et il a fini décapité en pyjama orange. Par Daesh. Alors, il y a un autre théâtre de guerre que vous avez couvert, c'est l'Ukraine. Alors, vous êtes arrivé, je crois, pour la révolution de Maïdan en 2012, et ensuite vous êtes resté quand le conflit s'est envenimé dans le Donbass. À quand remonte votre dernier passage en Ukraine, du coup, exactement? Oh, ça fait plusieurs années que je suis pas allé en Ukraine. Ça doit faire 5 ans, 6 ans, peut-être. 5-6 ans. Et quand j'ai beaucoup d'amis là-bas, je suis encore en contact avec vachement de monde. Quand la guerre s'est déclarée, vous n'avez pas eu envie, malgré votre changement un peu de casquette, si. de revenir? Ça me brûle d'envie d'y aller, bien sûr. C'est vraiment les boules de... J'ai arrêté de faire du breaking news en quittant Paris Match il y a 2 ans. J'étais ravi de quitter Match. 2 fois depuis que je suis parti, j'ai eu une espèce de démangeaison. La première fois, c'est à la chute de Kaboul l'été dernier. Vraiment, parce que j'ai énormément couvert l'Afghanistan. Mais bon, c'était presque une blessure narcissique. C'est-à-dire que dans le fond, c'est un événement relativement bref, circonscrit. Ça m'aurait vraiment intéressé d'y être pour clore le cycle de l'Afghanistan. Mais voilà. L'Ukraine, là, c'est complètement différent. C'est-à-dire que là, c'est la plus grosse guerre de notre génération. C'est plutôt une page qui s'ouvre qu'une page qui se ferme. En fait, j'ai couvert le début de quelque chose qui continue. J'y étais notamment quand les rebelles pro-russes ont abattu avec un missile solaire. Le MH17. Le MH17. Non, bien sûr, ça me brûle d'y aller. Et en plus, beaucoup de mes amis proches y sont. Et ils me narguent le soir, ils sont dans les bunkers, ils m'envoient ils m'appellent sur WhatsApp, on se fait des vidéoconférences. Ils sont là, ouais, t'es où, branleur? Bon. Cela dit, je suis devenu documentariste. C'est un vrai choix. Et pourquoi? Parce que alors du coup, est-ce que ça signifie que depuis 2 ans, vous n'avez pas mis les pieds sur un théâtre de guerre? De guerre pure, non. Là, par exemple, le documentaire que j'ai fait au Liban, on s'est retrouvé dans une fusillade. Je suis dans les territoires de conflit. Techniquement, le Liban est en guerre avec Israël. La Beka, la frontière est très instable avec la Syrie qui est en guerre. Et le Nord, on s'est retrouvé dans des fusillades vraiment très intenses. Mais en tout cas, c'est pas votre première préoccupation. En fait, la grande différence, c'est que quand on est journaliste, on raconte le monde tel qu'il est en train de d'éclore sous nos yeux, d'érupter même dans le cas d'une zone de conflit. Quand on est documentariste, on raconte un point de vue sur le monde. C'est-à-dire qu'on est en train de faire un récit. Donc, moi, j'ai pas vrai... Bon, là, il y a un documentariste américain qui a été tué au nord de Kiev il y a quelques jours. Je sais pas comment ni pourquoi. Je sais que moi, en tout cas, personnellement, j'ai pas vocation à courir en Ukraine si j'ai pas de médias qui me demandent de publier une information aujourd'hui.
je suis certain que je vais aller en Ukraine dans les prochaines semaines, peut-être les prochains mois, mais très prochainement, quoi. Mais j'irai... En tant que documentariste? Bah, bien sûr, j'irai quand j'aurai une histoire. Donc, je vais pas y aller pour faire, pour prendre le terme anglais de breaking news, enfin, pour faire de la... Je sais pas comment dire en français, enfin, de l'info en continu, quoi. Je travaille pas pour une BFM télé TV. continue, ou voilà. Mais je vais y aller pour faire un documentaire pour France 5 ou pour Arte ou pour M6 ou j'en sais rien, ou pour une télé américaine ou pour Netflix ou j'en sais rien. Mais j'irai avec un récit. C'est-à-dire que j'irai pas pour dire mardi à telle heure une bombe est tombée à tel coin de rue, etc. C'est pas peut-être que j'irai pour faire un documentaire sur la sécurité nucléaire, peut-être pour faire un documentaire d'histoire sur l'émergence de la nation ukrainienne à partir de l'idéal cosaque. Peut-être que j'irai faire un docu sur l'émergence de la résistance ukrainienne actuelle, les civils qui sont devenus des héros de la guerre en quelques jours et le parallèle avec la résistance française. J'en sais rien. J'irai faire un récit. Et en tant que théâtre de guerre, l'Ukraine, donc du coup, vous avez connu avec le Donbass. On parlait de sécurité tout à l'heure. Là, sur un théâtre d'opération comme l'Ukraine, quels sont les enjeux de sécurité, les risques pour les journalistes qui couvrent ces théâtres d'opération, sachant que pour beaucoup, et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est le premier théâtre d'opération. On voit notamment, les chaînes info ont beaucoup envoyé de reporters, et c'est leur première fois au feu, quoi. Bah, le premier gros danger, c'est qu'un bombardement, par définition, c'est aveugle. Donc, faut pas se retrouver dans une zone de bombardement. Si vous voulez, on peut dire que la Russie commet des crimes de guerre en bombardant des zones civiles. Le journaliste qui se trouve là à ce moment-là, évidemment, peut être un dommage collatéral. Donc ça, c'est le premier gros danger. C'est-à-dire que c'est pas du tout la même chose d'être dans un combat à l'arme légère, ou un combat où il peut y avoir ce qu'on appelle des tirs directs, c'est-à-dire des bombardements, mais en tir direct, c'est-à-dire en tir tendu, que d'avoir des tirs indirects, c'est-à-dire soit des obus, soit des missiles longue distance, qui sont par définition plus ou moins aveugles. Donc, faut faire très attention. C'est-à-dire qu'il faut vraiment essayer de bien comprendre les zones des bombardements. Et votre matériel, votre gilet pare-balles, votre casque peut vous protéger d'un tir direct, éventuellement, mais pas d'un bombardement. D'une balle de Kalash, oui. D'un éclat de RPG, oui, sauf si on n'a pas de chance et que c'est sur le côté ou dans le cou. Donc voilà. D'ailleurs, normalement, il faut avoir des gilets dans les endroits de bombardement, des gilets pare-balles beaucoup plus costauds, fournis, ouais. Notamment avec la collerette qui vous fait passer pour un couillon et qui est très impratique, surtout dans les pays chauds. Bon, là, vous me direz, il fait froid, mais c'est très impratique. Et puis aussi protège partie génitale, ouais. Parce qu'on peut mourir assez facilement d'une hémorragie avec un petit bout de shrapnel dans la cuisse. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les Russes ont beau être une armée régulière, donc a priori qui respectent quand même plus ou moins les lois de la guerre. Bon, déjà, quand vous êtes en première ligne, c'est dur à faire respecter les lois de la guerre. Deuxièmement, à partir du moment où ils ont des auxiliaires tchétchènes et maintenant des auxiliaires syriens qui arrivent, méfiance, quoi. Et troisièmement, ils ont eux-mêmes des commandos infiltrés derrière les lignes, très très dangereux. J'ai un copain là de Sky News qui s'est retrouvé... D'ailleurs, son caméraman a été blessé, qui ont été pris dans une fusillade. Vous avez partagé sur Facebook, effectivement. Alors là, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que là, ils étaient pris pour cible parce que presse. Bah, en tout cas, ils étaient pris pour cible. Est-ce que parce que presse, j'en sais rien. Presse, etc. Bah, ils criaient presse et les autres en face, on n'avait rien à secouer. Alors, est-ce que ça veut dire qu'ils étaient pris pour cible parce que presse, ou juste pris pour cible parce qu'il fallait pas qu'ils traversent cette route-là? On le saura jamais, quoi. En tout cas, ce qui est sûr, la seule certitude, c'est que le fait d'être presse n'était pas un sésame pour que les gens disent welcome. Alors, tout à l'heure, vous parliez des Cosaques, parce que vous avez fait des reportages, c'est vrai, sur les Cosaques. Alors, ce qui est assez amusant avec les Cosaques, c'est qu'ils sont tellement libres et indépendants qu'il y en a qui sont engagés pro-russes et il y en a qui sont engagés pro-ukrainiens. Vous, c'est le genre d'histoire que vous auriez aimé raconter si vous aviez été sur place. C'était auprès de gens comme ça que vous auriez aimé être en ce moment? Oui, enfin, vous en parlez au passé, moi j'en parlerai plutôt au futur. C'est-à-dire que c'est une histoire que je pense que je vais faire dans 3 mois, dans 6 mois. Je l'ai faite déjà à l'époque, pendant la guerre, au début de la guerre du Donbass, c'était intéressant. J'étais avec un très grand photographe qui s'appelle Guillaume Herbeau, qui est un des grands spécialistes d'ailleurs de l'Ukraine, et on était avec les Cosaques ukrainiens révolutionnaires qu'on appelle les Cosaques Zaporozh. Et on était près de Zaporozhye, la ville de Zaporozhye, où ils allaient faire bénir leurs armes. Et pendant ce week-end, un peu un jamboree scout de Cosaques qui faisaient bénir leurs armes, boum, il y a eu l'invasion du Donbass par les auxiliaires du Kremlin et le soulèvement orchestré par le Kremlin de certains pro-russes du Donbass.
Donc au lieu de retourner à Kiev, on a foncé 1000 km plus à l'est vers le Donbass. Et les premières lignes, les premiers types qu'on a croisés, le fer de lance du soulèvement pro-Kremlin, de ce qui allait devenir les républiques séparatistes du Donbass, le premier jour, c'était aussi des Cosaques. Mais c'était plutôt ce qu'on appelle les Cosaques impériaux, les Cosaques russes, c'est-à-dire en fait les Cosaques du Don. Donc c'est les deux grandes écoles cosaques, les Cosaques de Rostov, Rostov-sur-le-Don, et les Cosaques de Zaporog. Et c'est les frères ennemis, quoi. Et du coup, en fait, c'était Cosaques contre Cosaques, ils étaient face à face. Et alors, quand on voit aussi la couverture médiatique de l'Ukraine, en France, on a choisi, on a pris le parti en considérant sans doute qu'on était un peu d'une certaine manière en guerre, de fermer avec l'Union européenne Sputnik, de fermer RT France. Et on voit donc du coup que les principaux soutiens de la Russie en France sont souvent un peu des nationalistes d'extrême droite ou un peu aussi complotistes. Ils s'expriment que sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est bien, selon vous, d'avoir bloqué la propagande russe, ou est-ce qu'il aurait fallu ne pas se sentir peut-être autant menacé? Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour vous? C'est une bonne question. Moi, ça me met mal à l'aise. C'est-à-dire que je trouve que... D'ailleurs, aux États-Unis, RT n'est pas fermé. D'accord. Je trouve que RT et Sputnik sont d'horribles médias de propagande, il n'y a pas de débat. Par contre, je trouve que la liberté d'expression est supérieure au courroux qu'on peut ressentir au fait que ces médias fourguent les cochonneries du Kremlin à longueur de journée. C'est-à-dire que je trouve que notre liberté d'expression, y compris la liberté de raconter n'importe quoi dans des médias stipendiés par un pays qui est en train de devenir un pays hostile, est une valeur plus importante que l'hostilité de la Russie, quoi. Déjà, on n'est pas techniquement nous-mêmes en guerre. Donc c'est pas un média techniquement ennemi, quoi. C'est un média d'un pays extrêmement hostile aux valeurs que représente l'Occident et qui nous choque énormément. Mais c'est pas, si vous voulez, c'est pas, je sais pas quoi. C'est pas. Il n'y a pas eu de déclaration de guerre. Oui, c'est pas l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale, pour prendre un parallèle un peu extrême. C'est la première chose. Et deuxième chose, qui juge qui disent des âneries? Quelle autorité? C'est-à-dire que c'est un aveu de faiblesse pour vous, si on en est... C'est pas une question d'aveu de faiblesse, c'est une question de... Alors, qui est l'arbitre? C'est quoi? C'est l'Élysée? C'est le ministère de la Justice? Enfin, je trouve qu'en France, il y a une espèce d'atavisme un peu régalien, un peu malsain. D'ailleurs, il y a la même chose avec la carte de presse. Moi, j'ai un problème en ce moment avec la carte de presse, parce que, voilà, comme je suis documentariste, on m'explique que fiscalement, je ne corresponds... Enfin, d'où c'est l'État en France qui juge si on est journaliste ou pas? D'où c'est l'État qui juge en France si tel ou tel média est digne d'émettre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, il y a la loi, il y a des lois, par exemple, sur la diffamation, sur le déni de l'Holocauste, par exemple, c'est des lois, c'est le législateur qui trace des lignes rouges, et ça, voilà, c'est le pacte social français, c'est légitime. Mais par contre, alors, donc, l'Élysée est un peu vénère parce que, telle ou telle petite télé d'Obic pro-russe défendrait la ligne de Poutine. Qu'ils ont autorisé en plus, puisque le CSA leur a donné un agrément. Et d'ailleurs, soit dit en passant, la carte de presse donne des cartes de presse aux journalistes de RT, quoi. Donc c'est un peu le monde à l'envers. C'est un peu schizophrène, effectivement. C'est un peu schizophrène. Et moi, je trouve que la position américaine, qui est de dire la liberté les Américains n'aiment pas Russia Today et n'aiment pas la diplomatie russe à l'heure actuelle. Hein. Mais aux États-Unis, RT diffuse, parce que c'est un pays à mes yeux, de véritable liberté d'expression. Et moi, ça, franchement, je l'ai souvent vécu quand j'étais journaliste pour Associated Press. Et à contrario, je l'ai souvent vécu en arrivant en France. J'ai découvert que la liberté d'expression en France est quand même vachement bridée par l'État. Alors, il y a les lois d'urgence, que d'ailleurs contestent des gens comme François Sureau, mais les lois antiterroristes et tout ça, mais même tout court, le secret de l'instruction, le ceci, le cela, le nombre de fois où l'État et la justice en France se mêlent mais même, par exemple, sur la diffamation, il y a souvent des cas où on essaie de vous empêcher de dire des trucs qui sont franchement de l'intérêt du public, notamment sur des enquêtes sur la corruption, des choses comme ça. C'est dingue ce que
la parole des journalistes est contrainte et régulée en France. Et je trouve pas que ça soit une bonne tendance. Et justement, même en temps de quasi-guerre en Europe à cause de l'Ukraine. est-ce que en tant que reporter de guerre, j'entendais, je sais plus quel reporter de guerre de France 24, Mathieu Matin ou Mabin. voilà, qui disait qui recevait souvent des pressions du Quai d'Orsay. Bon, alors pour partir ou ne pas partir, mais il disait ça encore. On fait à peu près ce qu'on veut. Oui, mais attention, il bosse dans une télé qui appartient à l'État. Hein. Il bosse pour France 24. Il bosse, bien sûr. Et d'ailleurs, une fois que vous dites que une fois que vous fermez Russia Today en France, qu'est-ce que fait le Kremlin ? Il ferme les télés françaises en Russie. Donc c'est un peu comme de rompre les relations. Est-ce qu'on se met à sa hauteur ou pas ? C'est nous qui avons fermé Russia Today. C'est lui qui réagit en fermant France 24. Vous voyez ce que je veux dire ? Bien sûr. Mais alors pour revenir là-dessus sur les pressions possibles du Quai d'Orsay, lui disait en Syrie à un moment donné les principales sources d'informations pour les services extérieurs français, c'était les journalistes. Est-ce que vous êtes entendu à chaque fois que vous retenez d'un théâtre d'opération de guerre où vous avez eu peut-être accès à des endroits où ne vont même pas les militaires français ? Alors, vous posez plusieurs questions. La première, c'est est-ce que en Syrie, par exemple, les journalistes ont été une source ? Oui, absolument. Et moi, j'ai même eu des scènes où des gens très haut placés au Quai d'Orsay me disaient « Mais ce que vous dites est complètement faux ». Et je leur disais, oui, non, mais alors, la différence, c'est que vous me dites ça depuis la rive gauche des quais de Seine de Paris, et moi, je vous dis ça depuis Alep. Donc, moi, je l'ai vu de mes propres yeux, et vous pas. Notamment, je me souviens, c'était très triste, c'était au début de du basculement de la rébellion syrienne dans le djihadisme, quand ils sont mis à égorger des types, et quelqu'un de très haut placé au Quai d'Orsay m'a dit, 1, c'est faux, et 2, vous pouvez pas dire ça, vous détruisez la cause de la rébellion syrienne. C'est dire le fait que la rébellion était noyautée par des islamistes. Exactement, qui étaient en train d'égorger des pauvres petits innocents, ou je crois d'ailleurs des chiites, donc qu'ils aimaient pas. Et voilà, moi je leur disais, 1, je l'ai vu de mes propres yeux, 2, je vais pas m'interdire de dire quelque chose, parce que vous aimez bien ou que j'aime bien les rebelles, que les rebelles représentent la démocratie, c'est pas le problème. Moi, je suis là pour dire les faits, quoi. Que les faits plaisent ou pas. C'est la fameuse phrase d'Albert Londres. Vous citiez le prix Albert Londres. Porter la plume dans la plaie. Voilà, c'est plus que le Ballon d'Or. Hein, c'est un peu le Graal, je pense. Mais c'est surtout le prix ne veut rien dire. Ce qui compte, c'est l'idéal d'Albert Londres. Et c'est cette fameuse phrase. Je ne suis pas pour être pour ou contre. Le journaliste n'est pas là pour être pour ou contre, il est là pour porter la plume dans la plaie. C'est-à-dire, il est là pour écrire sur les sujets douloureux dont on n'a pas envie de parler. Donc ça, c'est la première question. La deuxième question, est-ce que j'ai vu des choses que les militaires ou le renseignement n'a pas vues ? Oui, bien sûr, plein de fois. Troisième question, et elle est très importante, et vraiment, j'ai envie de le souligner. Moi, je viens du journalisme anglo-saxon, j'ai été formé dans cet univers-là, et du journalisme moderne d'ailleurs, et comme la vaste majorité de mes confrères, jamais un journaliste de terrain ne travaille ou ne débriefe ou ne se fait, je sais pas quoi, inviter à dîner par le renseignement ou les militaires français en revenant d'opération. C'est pas parce qu'il est pas patriote, ou c'est parce que c'est deux métiers différents. Parce qu'autrement, il est pris pour cible. Et sinon, ça deviendrait légitime que les gens dans les pays conflictuels vous prennent pour un espion. Parce que vous êtes un informateur. Vous seriez un informateur, donc il faut absolument pas le devenir. Et il faut le repousser avec véhémence. Et d'ailleurs, c'est pas très sérieux. Les gens dans le renseignement ou dans la diplomatie qui auraient bien du journaliste pour savoir quelque chose. Si vous voulez, je suis en 2022, entre les moyens satellites, les moyens de renseignement humain et ça, je serais un peu désolé pour eux s'ils avaient besoin des journalistes pour savoir ce qui se passe. Mais vous êtes quand même un maillon. Ils ont qu'à lire les articles. Alors, on a vu aussi en Ukraine, un peu notamment avant que le conflit se déclare, on avait beaucoup d'articles où on nous disait que la population ukrainienne était très russophone, donc très russophile, supposément. Et là, on voit que c'est plutôt le contraire, ce qui se passe. Et on a un peu le sentiment d'assister un peu à la naissance d'une nation. Est-ce que c'est le sentiment que vous avez aussi ? Ah, complètement. Et je vais même vous dire, ça m'a pris par surprise. Et c'est la preuve, à contrario, de l'importance du journalisme de terrain. C'est que moi, quand j'ai cessé d'aller en Ukraine il y a quelques années, c'était encore un pays qui était divisé en trois. En deux entre russophones et non russophones, enfin ukrainophones, sachant que l'ukrainien ressemble pas mal au polonais, mais qui était idéologiquement, disons culturellement divisé en trois, parce qu'il y a trois églises en Ukraine. Il y a l'église orthodoxe rattachée à Moscou,
qui représente plutôt les russophones de l'Est. Il y a l'Église uniate de rite orthodoxe, mais d'obédience catholique rattachée au Vatican, qui représente l'Ouest. Et il y a au centre l'Église autocéphale, c'est-à-dire dont le patriarche a même rang que le pape, ou qui ne se représente qu'elle-même. Et ces trois églises racontaient en tout cas assez bien les trois grands courants de la population ukrainienne, qui correspondaient en gros à la partie très occidentale, pro-occidentale, et très influencée par l'histoire de la Pologne, la partie un peu au milieu qui hésitait, et puis la partie très pro-russe et très russophone, qui est la partie orientale. Et d'ailleurs, ça se ressentait sur la place Maïdan au début, parce que les bastons n'étaient pas que avec les Berkous, c'est-à-dire les CRS du régime. C'était aussi parfois des bagarres avec des pro-russes, ou qui essayaient de venir casser la grève, quoi. Et à l'Est, il y avait toute une partie des russophones qui étaient légitimement, enfin, qui étaient russophiles et qui étaient réellement pro-Kremlin. C'est-à-dire qu'après, ils ont été soutenus par beaucoup d'argent, par des mercenaires, par des Cosaques, par des agents du FSB ou des agents du Kremlin. Et stipendiés par le Kremlin ou par des oligarques pro-Kremlin. Mais si vous voulez, toute la propagande et toute la manipulation qui a créé la petite guerre au Donbass, elle s'appuyait quand même aussi sur des réels russophiles. Alors aujourd'hui, il y a un mouvement à la mode un peu complotiste de dire « Ah, mais il y a eu un génocide et ça ». C'est totalement faux. Et il y a beaucoup de russophone dans l'Est. C'est la propagande du Kremlin. Du Kremlin, mais qui est reprise dans certains médias français. J'ai vu qu'il y a une documentariste là sur CNews qui a perpétré ça. Anne-Laure Bonnel. Ouais, mais bon, elle a gobé n'importe quoi. Franchement, c'est n'importe quoi. D'ailleurs, je vous renvoie aux articles de Benoît Wittkin dans Le Monde qui ont déconstruit ça. Par contre, il y a des russophones à l'Est qui étaient pro-Kiev, enfin, qui croyaient à la nation ukrainienne. La grosse différence, et c'est là où je dis c'est intéressant d'être journaliste de terrain, c'est que moi je l'ai pas beaucoup vu parce que j'étais pas là ces dernières années, c'est que cette petite guerre de basse intensité dans l'Est a façonné, et l'invasion de l'annexion par les Russes de la Crimée, ces deux actions ont façonné un sentiment d'identité ukrainienne au-delà des ukrainophones, y compris chez les russophones. Et ça, c'est vraiment l'émergence d'une nation, c'est Renan, quoi. C'est l'émergence d'un plébiscite quotidien, d'un récit quotidien. Et ce qui est intéressant, ce qui est vachement intéressant, c'est que visiblement, Poutine est entouré soit d'incompétents, soit de gens qui ont tellement peur de lui que personne n'a osé lui dire ça ou que lui n'a pas voulu l'entendre. Et du coup, lui, je pense, était absolument convaincu qu'ils allaient rentrer dans les grandes villes russophones, par exemple Kharkiv. Ouais, qu'ils allaient être acclamés. Et qu'ils allaient être là, ouais, vive nos frères. Or, pas du tout. Pas du tout. Donc ça montre que, il faut avoir des journalistes sur le terrain, ou si on est un chef d'État, il faut avoir du renseignement sur le terrain, mais deux, que le terrain change et que les gens ont le droit de changer. Et que paradoxalement, enfin, c'est l'ironie tragique, mais c'est l'ironie de la guerre qui est en train de se dérouler, c'est que Poutine est en train d'obtenir exactement l'inverse de ce qu'il voulait, c'est-à-dire qu'il est en train de façonner à coups de bombe une nation ukrainienne là où il voulait découper l'Ukraine pour la récupérer. Et alors, vous parliez du terrain. Le terrain, justement, vous nous disiez au début de cette émission que vous aviez perpétuellement envie d'y retourner. Alors, ça peut paraître paradoxal pour des gens qui ont jamais connu ces théâtres d'opération, puisque la guerre, a priori, c'est ce qu'il y a de plus horrible au monde. Et pourtant, ils sont nombreux, comme vous, que ce soit des militaires, des journalistes, à devenir un peu drogués de la guerre. Et pourquoi qu'est-ce qu'on y trouve qu'on ne trouve pas ailleurs? Ouais, c'est ce qu'on appelle des chiens de guerre dans le jargon. C'est-à-dire, vous êtes un peu drogué à ça. Alors, les militaires, je peux pas parler pour eux, c'est complètement différent. Je pense que c'est pas la même guerre. C'est-à-dire que quand vous avez un fusil et que vous pouvez vous faire tuer et être pris légitimement pour cible, et surtout que vous tuez, vous n'êtes pas du tout dans la même. C'est pas le même match, quoi. C'est pas le même jeu que ceux qui gravitent autour comme vous. Un reporter, à la limite, est plus comme un humanitaire de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'il gravite autour de la guerre. Dans le cas des journalistes, la guerre exerce parfois une fascination, d'ailleurs un peu malsaine.
Ça veut dire qu'elle révèle un peu les êtres humains. Exactement. Elle révèle à eux-mêmes les êtres humains. Donc, elle vous fait faire du journalisme à la puissance 10, quoi. Tout est plus fort. Les émotions sont plus fortes. Les amitiés sont plus fortes. Les amours sont plus forts. Les peurs sont plus fortes. On se sent vivre 10 fois plus fort. Et à contrario, quand on rentre à Paris et qu'on se retrouve à devoir s'arrêter au feu rouge, à répondre à une lettre des impôts. C'est-à-dire qu'on fait pas semblant. Mais on trouve la vie d'une médiocrité. Le nombre de reporters qui reviennent à Paris et qui se retrouvent presque dépressifs quand ils arrivent à Paris, tellement le quotidien paraît médiocre. Alors moi, j'étais un peu comme ça. Ça change un peu quand on a des enfants. Parce que eux sont sur leur propre rythme et eux, vous pouvez pas leur infliger votre blues post-guerre quand vous rentrez. Eux, ils sont dans un quotidien et ils sont ravis de vous revoir. Et en fait, vous avez une espèce de joie, d'émerveillement en plus. Et du coup, on est obligé de instantanément se replonger dans une autre réalité du petit Lego. Regarde mon petit Lego, papa, quoi. Et donc, paradoxalement, le switch est plus facile avec des enfants. Alors, on l'a évoqué, vous avez écrit l'année dernière un roman, votre premier roman qui s'appelle L'Étoile des frontières, paru aux éditions Stock. Et il y a un personnage dans ce roman qui est inspiré de quelqu'un que vous avez bien connu, qui est un photographe. Et vous avez cette espèce de jalousie, mais jalousie gentille vis-à-vis des photographes en vous disant, moi j'écris des articles, quelque part ils ont une date de péremption, une photo elle n'en a pas. Oui, j'ai toujours eu une forme, le mot jalousie est un peu fort, mais une forme d'envie, d'admiration bien sûr, mais aussi d'envie pour les photographes, parce que une très belle photo est intemporelle. Et moi, à l'inverse, j'ai toujours eu cette angoisse quand j'étais en presse écrite de tenir un souvenir, de tenir un reportage comme du sable très fin du désert dans les doigts. Et dès que vous lâchez prise un tout petit peu, le sable vous coule entre les doigts. Et puis au bout d'un moment, vous serrez, mais quand vous ouvrez la main, il vous reste presque plus rien sur la paume. Et alors que l'image reste scriba manent, mais en fait, imaga manent beaucoup plus. Et c'est vrai que c'est l'une des grandes raisons qui m'a fait basculer dans le documentaire. Il y en a d'autres. J'aime le récit un peu approfondi, un peu plus long et tout ça. Mais le fait de filmer, de graver sur la pellicule. De raconter une histoire aussi, quelque part. Oui, mais d'avoir notamment un support physique inaltérable c'est une forme c'est un peu psychanalytique, mais c'est une forme de résistance à la mort, j'allais dire. Mais dans ce livre, effectivement, c'est pas que par envie, c'est aussi parce que, en fait, donc l'Étoile des frontières est aussi une réflexion sur le métier de photographe, la proximité à la mort qu'entraîne forcément ce métier, parce que c'est la fameuse phrase de Capa, si vos photos sont pas assez bonnes, c'est que vous n'êtes pas assez près. Et donc c'est un livre qui avec le héros s'appelle Olivier Méry. En fait, c'est un personnage de fiction réellement, mais qui est créé à partir de deux personnes. Méry, c'est l'inverse de Rémi, donc Rémi Hochlik dont on a parlé, et Olivier, c'est Olivier Voisin, qui était un autre ami, très bon photographe aussi, mort 1 an jour pour jour après Rémi, à quelques kilomètres de distance. Et leur parcours, leur photo était très différente, leur parcours de vie était très différent, mais ce roman est avant tout peut-être une réflexion sur qu'est-ce qui vous brûle au sein de vous et qui vous pousse à aller au-devant du danger quand on est journaliste. Alors, il y a aussi peut-être autre chose qui vous a poussé vers le documentaire. C'est l'argent, parce que vous dites... Enfin, l'argent. Le manque de moyens, pardon, je me suis effectivement mal exprimé. Non, le manque de moyens, parce que vous disiez, il me semble, que à Paris Match, il y a un moment, il y avait plus assez de moyens. Et qu'on est en train de bâtir un journalisme sans journaliste. Avec des reporters. Vous parliez notamment de vos amis photoreporters. Il me semble qu'ils vivaient avec le SMIC. Je sais pas avec combien ils vivent, il faut leur demander. Mais oui, moi, c'est un peu excessif, un journaliste sans journaliste. Mais hélas, il y a une espèce de dégradation constante de la presse, notamment de la presse écrite, et qui est un peu désolante. Et je l'ai vraiment vu dans Paris Match. Je suis arrivé en 2010, je suis parti en 2019. Bon, en plus, le groupe Lagardère était un peu un groupe en capilotade. D'ailleurs, il est en train d'être dépecé et racheté pour ça. Mais j'ai vraiment vu la baisse de moyens
moyens. Et en fait, sans moyens, c'est pas tellement pour une question de revenus personnels, parce que tous les journalistes sont en fait un peu idéalistes et je pense pas qu'ils fassent ça pour l'argent. Mais tout simplement, on vous dit non, tu peux plus aller en reportage à tel ou tel endroit, ou au lieu d'y aller 15 jours, tu vas y aller 3 jours. Et c'est vrai que dans le documentaire... Vous êtes votre propre patron, donc déjà vous décidez. Ouais, mais surtout les documentaires sont bien financés quand même. C'est-à-dire que les documentaires, que ce soit pour les télés privées ou à plus forte raison pour les télés publiques, vive la France, Cocorico, il y a ce système quand même formidable. J'espère d'ailleurs que quand Emmanuel Macron dit que s'il est réélu, il veut supprimer la redevance, j'espère qu'il ne le fera pas, ou alors qu'il s'assurera que la télé publique continue d'être correctement financée. Mais en France, la télé publique, il faut le dire, est formidablement financée, notamment pour le documentaire. Quand vous faites un docu d'une heure, une chaîne comme France 2, France 3 et France 5, ou Arte d'ailleurs, donne aux producteurs plus de 100 000 euros. Et puis le CNC donne là-dessus encore 20, 30 000, 40 000. Donc vous partez pour faire un film qui est réellement bien financé. Et du coup, vous pouvez faire une œuvre qui est de qualité, qui propose au public français quelque chose de vraiment bien et d'original, je pense. Deuxio, qui a une vraie vocation internationale. C'est pour ça que les documentaires français se vendent dans le monde entier. Et troisio, et ça revient à ce que je disais sur le sable qui vous coule entre les doigts, qui a une vraie vocation à être un peu intemporel. En tout cas, qui a une vraie durée de vie. Moi, par exemple, pour vous donner une idée, un de mes premiers docus que j'avais fait en 2017, c'était sur le Père Hamel, ce curé qui avait été égorgé en Normandie par des djihadistes. Ça s'appelait Père Hamel, martyr de la République. Et ben là, il y a eu le procès aux assises qui vient d'être fait, parce que la justice française est un peu lente. Donc le procès aux assises était il y a 1 mois. Et on m'a demandé de diffuser mon documentaire au tribunal aux assises. Donc mon documentaire de 2017 pour un assassinat qui a eu lieu en 2016. C'est un document historique, effectivement. En tout cas, il a encore une validité aujourd'hui. Vous voyez ? Et ça, c'est quand même comme un journaliste, comme un documentariste, comme un auteur. C'est quelque chose qui est très satisfaisant, quoi. Ça donne du sens. Franchement, ça donne beaucoup de sens à votre métier. Alors, on va terminer cette émission par le questionnaire média. Alors, le concept est assez simple. Je vous pose une question sur votre consommation de médias. Vous me répondez le plus brièvement possible. Alors, le média que vous utilisez le plus ? L'appli de la BBC et l'appli du Monde. Les deux kiff. Les deux tous les jours. Le réseau social ? De loin, Instagram. La chaîne de télévision ? France 5. Mais parce que, France 5 Arte, kiff. La station de radio ? J'écoute pas beaucoup la radio, j'écoute la radio pour la musique en fait, j'écoute Nova. Ça marche aussi, hein. Est-ce que vous avez un podcast favori ? J'aime beaucoup les podcasts du New York Times. D'accord. Le dernier film que vous ayez vu en salle ? J'ai un petit bébé, donc je vais pas en salle, ça coûte trop cher avec la nounou. Je regarde les films dans l'avion, beaucoup. J'étais dans l'avion là hier, avant-hier, et j'ai regardé... je me souviens même plus. J'ai regardé Bac Nord, et contrairement à ce que tout le monde dit, j'ai trouvé que c'était vraiment pas mal. Vous avez bien aimé. C'est très bien tourné, et la réalité est peut-être un peu brutale, mais c'est un film, c'est une fiction, quoi. Il faut l'accepter comme tel. La dernière série, alors que vous avez terminé, si vous en regardez plus ? Alors, si, je regarde pas mal de séries. J'ai regardé récemment une série éblouissante sur Netflix. Éblouissante, c'est Fair City, sur la mafia à New York. C'est éblouissant. Mais après, moi, je regarde aussi beaucoup de séries parce que notamment pour la fabrique, ce qu'on appelle le traitement. C'est-à-dire que je regarde des manières de filmer. Pour apprendre. Pour apprendre, pour les suggérer à mes chefs-op, etc. Est-ce qu'il y a un reportage de guerre qui vous a marqué plus que tout ? Plus que tout. Que vous ayez fait ou que vous ayez vu, d'ailleurs. Je pense que les livres de Jean Hatzfeld, Une saison de machette... On l'a reçu ici, d'ailleurs. Pour moi, les livres de Jean Hatzfeld sur la guerre en Yougoslavie, la guerre au bord du fleuve, tout ça, même aussi sur le Rwanda, Une saison de machette, il y a quelque chose c'est des reportages prodigieux, et en même temps, il y a une beauté plastique de la langue, il y a une poésie. Il y a une douceur aussi, paradoxalement. Il y a une douceur, paradoxalement, qui, voilà. Après, en documentaire, il est décédé récemment, paix à son âme. Il y avait un des vieux parrains du prix Albert Londres qui s'appelait Henri de Turenne. Et un jour, c'est un des trucs géniaux du prix Albert Londres, c'est qu'on regarde un peu, du coup, attentivement les œuvres des uns et des autres. On avait projeté à la SCAM, au prix Albert Londres, son docu sur Dien Ben Phu. Et de regarder la qualité, l'acuité d'un film en noir et blanc qui avait plus de 50 ans, c'était tellement bien. C'est l'un des trucs qui m'a fait me dire, OK, il faut faire du docu, quoi. Parce que si on peut faire des choses aussi bien,
c'est qu'il faut faire ça. Lui, comme aurait dit Capra, il était pas trop loin, quoi. Ouais, puis il y avait une telle finesse, une telle intelligence. Non, parce que c'était tourné pas pendant Dien Bien Phu, c'était tourné un an après. Enfin, il y avait les deux, il y a des images pendant et des images après. Mais on comprenait toutes. Enfin, moi, je croyais connaître Dien Bien Phu, j'ai tout découvert en regardant ce film. Eh bien, on va rester là-dessus et c'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci beaucoup, Alfred de Montesquieu, d'en avoir été l'invité. Et puis, bonne chance pour vos prochaines aventures. Vous m'avez dit hors antenne que vous êtes en quête de jouvence éternelle. Là, je pars au Qatar pour faire un France 5. Là. D'accord. Alors, demain, après-demain. On vous conseille, en tout cas, vous auditeurs qui avez peut-être aimé écouter Alfred de Montesquieu parler de son métier, vous pouvez découvrir aussi son roman L'Étoile des frontières, donc paru chez Stock l'année dernière. Prix du livre de la plage 2021. Donc ça a été validé au Sable d'Olonne, il me semble. Par la Fondation Minerve, l'Académie française. Voilà, donc vous serez en de bonnes mains. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour la prochaine émission avec Michel Cotta. Excellente semaine à vous.